Bonjour, dans cette vidéo, nous considérons le problème d'implémenter la division sur un FPGA. Alors, on a dit souvent depuis le début du cours que la division n'était pas synthétisable par la plupart des synthétiseurs. Puis on va voir dans cette vidéo différentes façons, en fait 5 façons différentes d'implémenter la division. Les 5 façons sont applicables dans certaines circonstances de façon préférable ou moins. On va définir les termes suivants. On a n qui est le dividende, on a d qui est le diviseur, donc n est au numérateur et d est au dénominateur, et ce qui nous donne un quotient. Si ce sont des nombres entiers, on peut considérer le reste r. On a alors la relation n est égal à q fois d plus r. Par exemple, si on a 37 divisé par 5 est égal à 7 reste 2, bien 37 c'est le dividende n, 5 le diviseur et 7 le quotient. Bien sûr, 2 le reste. La première approche, c'est la division par une constante qui est une puissance de 2. On l'a déjà considéré dans ce cours. Et c'est le cas le plus simple. Le quotient Q est obtenu simplement en décalant le dividende vers la droite de K position. Il y a en général une perte de précision si le nombre de bits du quotient Q est le même que celui du dividende N. Et puis, si K est plus grand que le nombre de bits du dividende N, le quotient Q est alors égal à 0. Par exemple, si on avait la quantité 46 divisée par 4, eh bien, ça donne 11 une fois qu'on a décalé tous les bits. On a donc perdu de la précision. Le reste R peut être obtenu en choisissant les K bits les moins significatifs. Et bien sûr, les synthétiseurs de code VHDL peuvent traiter ces opérations. La deuxième façon d'implémenter une division, pour un cas un peu plus complexe, c'est celui de la division par une constante qui n'est pas une puissance de 2. À ce moment-là, l'approche reconnue comme étant la plus simple consiste à précalculer la réciproque de la constante et de multiplier cette réciproque par le dividende. Donc, par exemple, pour effectuer une division par 10, avec une précision de 8 bits, on aurait n divisé par 10. Donc, on doit exprimer 1 dixième sur 8 bits. Et on trouve assez facilement que 1 dixième, c'est environ égal à 26 sur 256. Donc, si on fait le nombre n, le dividende fois 26, et qu'ensuite on décale le produit de 8 positions vers la droite, on aura fait une approximation de n divisé par 10. La multiplication va produire un nombre de 16 bits, et puis on va garder seulement les 8 bits les plus significatifs. La précision du résultat dans ce cas-là est est au moins, c'est-à-dire de 7 bits. Le code VHDL qui est à droite sur la diapositive nous montre les différentes parties de ces opérations. Donc tout d'abord, on définit une constante ici, qui est le facteur, et puis on va lui appliquer la valeur de 26. Le 26, on l'a précalculé puisque 26 sur 256 est environ égal à 1 dixième. On a un produit et une variable ici pour Q. Le produit, c'est égal à n fois le facteur. La variable, c'est le produit des bits 15 à 8. Et on fait tout simplement appliquer cette valeur-là à la sortie Q du diviseur. Le processus inclut aussi un énoncé report pour le débogage. On passe ensuite au problème de la division générale. La division générale est une division où on ne connaît d'avance ni le dividende ni le diviseur. Donc, si le diviseur D, par contre, a certaines restrictions, s'il peut s'exprimer sur peu de bits, par exemple dans le cas où on doit diviser l'intensité de 2 pixels l'un par rapport à l'autre. Mais un pixel, vu que ça s'exprime sur 8 bits, ça nous fait seulement 256 cas différents pour le diviseur. Alors, on peut utiliser une mémoire ROM dans laquelle on va précalculer et entreposer les valeurs des réciproques des 256 cas. La ROM aurait donc 2 à la 8, c'est-à-dire 256 mots, et on doit choisir un certain nombre de bits pour représenter les réciproques. Par exemple, si on prend 8 bits pour représenter les réciproques, eh bien, on a une erreur qui va jusqu'à 33%, une erreur relative. Si par contre on peut se permettre d'utiliser 16 bits, l'erreur chute de façon drastique et descend à un peu moins de 0,2%.
Donc la ROM serait adressée par le diviseur. On aurait à la sortie de la ROM la réciproque du diviseur qu'on multiplierait par le dividende et on obtient alors un nombre de WE, le nombre de bits pour la partie entière, pour le dividende et le diviseur, et WF bits pour la partie fractionnaire du résultat. Et ensuite, bien, on doit la traiter comme on veut. Il faudrait ajouter sur le diagramme ici un circuit pour détecter la valeur 0 et alors afficher un message d'erreur si on essaie de faire une division par 0. Le code VHDL montré sur cette diapo modélise le schéma des données qui est montré. On va l'analyser ensemble étape par étape. Donc tout d'abord, on a la déclaration de l'entité ici. Et en fait, je devrais dire qu'on a les déclarations de librairie. Ici, on utilise le package fixed _ pkg. La déclaration d'entité contient deux génériques, WE pour le nombre de bits pour la partie entière et WF pour le nombre de bits pour la partie fractionnaire. Les parts sont N et D, les deux parts d'entrée, le dividende et le diviseur, et le quotient Q. Il y a aussi un bit d'erreur à la sortie dans le cas d'une division par 0. Le bit d'erreur n'est pas montré sur le diagramme sur la diapositive. Ensuite, on définit un nouveau type pour entreposer les réciproques. C'est le type ROM réciproque, qui est un tableau finalement de valeurs. Le nombre d'éléments du tableau, c'est 2 à la WE. Et puis, dans le tableau, on va entreposer des valeurs entre 0 et 1 avec un type UFixed et avec WF bit pour une partie fractionnaire et aucun bit pour la partie entière. Donc la ROM va entreposer les réciproques de D, exprimés sur WF bit. La ROM est déclarée ici avec une constante. Constante, son nom c'est ROM réciproque, son type c'est ROM réciproque type, et elle a, dès son initialisation, bien sûr, une valeur. Et la valeur est donnée par l'appel de la fonction initM. Donc dès qu'on fait l'instantiation du module, la constante va prendre sa valeur et sa valeur va être calculée par la fonction. La fonction est donnée ici. Donc, le rôle de la fonction, c'est de calculer chacune des réciproques possibles pour le diviseur D. Donc, on va passer de la valeur 2 jusqu'à 2 à la WE-1. Donc, si WE est égal à 8, on va donc remplir la ROM ici des indices 2, 3, 4 jusqu'à 255. Et dans chaque cas, on place la valeur de 1 divisé par l'indice de boucle. Donc ici, on aura 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, jusqu'à 1 sur 255. On va exprimer ces différentes réciproques avec le nombre de bits correspondant au mot qui est dans la ROM. Et ce nombre de bits-là, ici, c'est WF, tel que déclaré ici. On n'a pas besoin de considérer les deux cas spéciaux, c'est-à-dire réciproque de 0, 1 sur 0, de toute façon, on ne saurait pas comment le représenter, et 1 sur 1, mais on ne va pas le représenter parce qu'on n'a pas vraiment besoin de faire cette opération-là. Donc, dans le cadre de l'architecture ici, tout d'abord, s'il y a une erreur, c'est-à-dire si D est égal à 0, on va activer le signal spécial d'erreur 1, sinon on lui donne la valeur de 0. Si par contre, la valeur de D est égale à 1, bien on va tout simplement prendre la valeur de N et l'envoyer directement à la sortie sans faire la multiplication. Donc, effectivement, il y a un multiplexeur ici à la sortie qui n'est pas montré sur le diagramme, mais qui est dans le code VHDL. Si on poursuit, donc il y a un processus ici qui fait le traitement. Donc, si D est égal à 1, j'en ai déjà parlé. Sinon, Q variable est égal à N, l'entrée, fois le contenu de la ROM, tel qu'adressé par la valeur de D qu'on a tout d'abord converti en entier. On a vu dans une autre diapo que la multiplication pour le type UFixed produit un bit supplémentaire. Donc, on doit se débarrasser de ce bit supplémentaire-là, et c'est pour ça qu'il y a le dernier énoncé ici. On prend WE-1 jusqu'à -WF, les indices pour le résultat. La division au long maintenant. L'avantage de la division au long, c'est qu'elle va nous donner un résultat qui est exact. C'est un algorithme qui se prête bien au calcul manuel avec papier et crayon. Les opérations arithmétiques sont assez simples, c'est la multiplication et la soustraction.
En base 10, la difficulté, c'est de déterminer combien de fois le diviseur se place dans une partie du dividende. Donc, passons à travers les étapes ensemble. Si on fait 155 divisé par 12. Donc, tout d'abord, 12 va une fois dans 15. On place un 1 pour notre quotient et on fait 1 fois 12 qui donne 12. 15 moins 12 donne 3. On abaisse ensuite le 5 et on continue. On sait que 12 va 2 fois dans 35. 2 fois 12 donne 24, qui nous donne un reste de 11. On a passé à travers tous les chiffres du dividende, donc on va rajouter un 0 et une virgule à notre quotient. Dans 110, combien de fois est-ce que 12 va? C'est là où c'est difficile en décimale de faire les divisions. Il faut se rendre compte ici que ce 12 va aller 9 fois, parce que 9 fois 12 donne 108, qui va nous donner un reste de 2. On a le droit d'ajouter un 0, et puis 1 fois 12 donne 12 avec un reste de 8. On pourrait continuer comme ça jusqu'à temps qu'on ait atteint une précision désirée. On se rend compte qu'à chaque étape, on a obtenu un chiffre de plus du quotient. On peut donc faire la même chose en binaire, bien sûr. Alors, on divise encore 155 divisé par 12, ils sont exprimés en binaire. L'avantage de fonctionner en binaire, c'est qu'on a seulement deux chiffres possibles pour le quotient, 0 ou 1. Encore une fois, on doit déterminer si le diviseur se place dans une partie du dividende. Donc, tout d'abord, le diviseur ne se place pas, on place un 0, et puis on fait 0 fois 1, 0, 0, qui donne moins 0, 0, 0. Donc, on a la différence qui est 1, 0, 0, 1, et on abaisse un premier chiffre. Prochaine étape, on a le chiffre 1 au quotient, on fait la soustraction, 1, 0, 0, 1, 1, moins 1, 1, 0, 0, qui donne 0, 1, 1, 1, et on abaisse le prochain chiffre. On continue, on a encore une fois un 1 au quotient qui vient s'ajouter, on fait 1, 1, 1, 0, qui est le nombre 14, moins 12, qui donne 2, on abaisse un autre chiffre, et on continue, et cette fois-ci, le prochain chiffre du quotient est 0. On continue une fois après avoir abaissé le chiffre. Et cette fois-ci, on doit ajouter un nouveau 0, et ce qui nous oblige à placer une virgule dans le quotient. Et on continue avec un 1 dans le quotient. Et ainsi de suite, on continuerait jusqu'à temps qu'on ait atteint la précision désirée. On a vu qu'encore une fois, on obtient un chiffre du quotient à chaque étape de calcul. Donc, cette approche-ci, maintenant, on souhaite l'automatiser dans un système numérique. Alors pour ça, bien, une approche consiste à ajouter systématiquement le complément à 2 du diviseur à une partie du dividende à chaque étape et à inspecter le résultat. Et si le résultat nous produit une retenue de 0, on va annuler l'opération. Si par contre on a un résultat de 1, on va garder l'opération. On va aussi garder cette retenue-là comme chiffre du quotient. Donc, regardons l'exemple qui est ici. On a 155 divisé par 12. Le complément à 2 de 12, c'est 0, 1, 0, 0. On n'a pas besoin de placer le 1 supplémentaire qu'on devrait avoir ici pour bien pouvoir représenter moins 12 en complément à 2. Donc, faisons l'opération. Donc, allons-y. Alors, la première chose, c'est qu'on ajoute donc 0, 1, 0, 0 ici à la partie du dividende. Ici, 0, 1, 0, 0, c'est ça que j'ai pris, je suis venu placer ici. On fait l'addition cette fois-ci. 1 plus 0 donne 1, 0, 0, 0 plus 1 donne 1, 1 plus 0 donne 1, et on n'a pas de retenue, on a un 0. Donc, comme on n'a pas de retenue, à ce moment-là, on ne va pas garder ce résultat, on va reprendre les 4 bits qui étaient ici et on va venir les placer ici et on descend le 1 qui est là. On continue. Alors encore une fois, on va prendre le complément à 2 de 12 qui est 0, 1, 0, 0 et on vient le placer ici et on fait l'addition. Donc ça fait 1, 1, 1, 0 avec une retenue cette fois-ci de 1 en vert. Donc comme on a eu une retenue de 1, on va conserver la différence et on la place à la prochaine étape. On a abaissé le 0 et on continue. Donc, on va encore une fois prendre 0, 1, 0, 0, qu'on va venir ajouter ici.
ça nous fait 0, 1 plus 1 donne 0 avec une retenue ici de 1 plus 1 donne 0 avec une retenue de 1, et on a encore une fois un 1. Encore en vert avec un 1, on va conserver ce qu'on a obtenu ici et l'utiliser et abaisser le prochain chiffre qui est un 1. On continue, on ajoute encore 0, 1, 0, 0. Cette fois-ci, on n'a pas de retenue, ce qui est indiqué ici par le 0 qui est en jaune. À ce moment-là, on ne va pas conserver cette différence, on va plutôt venir reprendre ce qu'on avait ici à l'étape précédente, qu'on va reporter ici, et descendre le prochain 1. On continue, on ajoute 0, 1, 0, 0. Encore une fois, on a une retenue de 0, et donc on ne va pas garder ce résultat, on va plutôt venir reprendre ce qui était ici pour la prochaine étape. Ici, on ajoute une virgule, parce qu'on a terminé d'utiliser tous les chiffres, et puis on ajoute ainsi un 0. On pourrait ainsi continuer jusqu'à temps qu'on ait obtenu la précision désirée. Le quotient est encodé dans les retenues qu'on a eues. Donc on a 0, 1, 1, 0 et 0. 0, 1, 1, 0 et 0. Et ensuite, on aurait la virgule et ainsi de suite si on avait continué le processus. Ce qui correspond bien au nombre décimal 12, qui est la bonne réponse de ce qu'on avait tantôt. Alors, on voit qu'à chaque étape, on obtient un chiffre du quotient et maintenant, on est capable de construire un système numérique qui pourrait faire ces opérations-là ici de façon systématique. À chaque étape, il faut donc conserver la différence courante dans un registre à décalage. Il faut y ajouter le complément à 2 du diviseur. Ensuite, on inspecte le bit le plus significatif. Si c'est un 0, on remplace le contenu du registre par la différence précédente. Ensuite, on décale le contenu du registre vers la gauche et on insère un nouveau bit du dividende à droite. On conserve bien sûr les bits de retenue qui sont les chiffres de notre quotient. Donc, en exercice, ce sera de donner un chemin des données pour effectuer ces opérations. Un conseil, bien sûr, utiliser un additionneur à 5 bits, utiliser un registre à décalage, et ça va prendre un multiplexeur qui va être contrôlé par le bit de retenue pour déterminer si on conserve la différence calculée ou bien si on prend la différence calculée précédente pour placer dans un registre. La cinquième méthode qu'on va voir pour la division, c'est celle de la division par convergence par multiplication successive, aussi connue sous le nom de méthode de Goldschmidt. C'est une approche qui est utilisée dans les microprocesseurs modernes. Son avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus rapide que la méthode de division au long. Par exemple, dans la division au long, pour obtenir 16 bits de quotient, il faut 16 étapes. Dans la méthode de Goldschmidt, il faut plutôt log à base 2 de 16, c'est-à-dire 4 étapes simplement pour obtenir le résultat. Donc c'est très important. La méthode consiste à multiplier successivement le dividende n et le diviseur d par une suite de nombres xk. Alors, c'est montré sur la diapo. Si on a tout d'abord q est égal à n divisé par d, on va faire fois x1, fois x2, fois x3, en multipliant x1 fois n et x1 fois d en même temps, éventuellement de façon à ce que le produit d fois x1 fois x2 fois x3 converge vers 1. À ce moment-là, nécessairement, le produit n1 fois x1, n fois x1 fois x2 fois x3, etc., va alors lui converger vers q, qui est le quotient qu'on cherche. À chaque étape, on va donc calculer n de k plus 1 comme étant n de k, la valeur présente du numérateur, fois la valeur de xk plus 1 qu'on aura calculé. Bon, la magie de l'approche consiste à choisir comme il faut les valeurs de x. Et puis, c'est ce que Goldschmidt a proposé. Si D0, la valeur initiale de D est dans l'intervalle 0.5 à 1, ce qu'on peut faire assez facilement avec une étape de normalisation préalable, on choisit x de k plus 1 comme étant égal à 2 moins d de k. Voyons un exemple. Alors, supposons qu'on veuille calculer 227 divisé par 5. Tout d'abord, on va normaliser le diviseur d pour qu'il soit dans l'intervalle entre 0.5 et 1. Donc, on va choisir une puissance de 2, là, vu qu'on est dans un mode binaire. On va prendre 5 divisé par 8, qui donne 0.625. On va aussi normaliser le numérateur, 227 divisé par 8, qui donne 28,375. À chaque étape, on va calculer
tel que montré tantôt, le numérateur fois x de k plus 1 et le dénominateur aussi. On va choisir les facteurs x comme étant 2 moins dk. Donc, à l'étape 0, on a le numérateur 28.375 et le dénominateur 0,625. La valeur de x est égale à 2 moins 0,625 qui est égal à 1,375. On prend 1,375 qu'on multiplie par 28.375 qui nous donne 39,015625, etc. On prend aussi 1,375 qu'on multiplie par 0,625 qui donne le produit 0,859375. On calcule une nouvelle valeur de D, donc en faisant 2 moins 0,859375, ça donne 1,14, qu'on multiplie avec N et avec D pour obtenir les deux nouvelles valeurs de N et de D. Et ainsi de suite. On voit ici que la valeur de D et de K converge progressivement vers 1 et la valeur de N de K, elle, converge éventuellement vers le quotient correct de 45,4. On a réussi, en 4 étapes de calcul seulement, à arriver à un résultat qui est aussi précis que ce qu'on peut obtenir avec une calculatrice à beaucoup de chiffres. Donc la méthode de Goldschmidt est très puissante et très rapide. Il faut par contre des ressources de calcul, il nous faut une multiplication par cycle, en fait 2 multiplications par cycle, une pour le numérateur et une pour le dénominateur. Si on veut faire par exemple 5 cycles de calcul d'un seul coup, il nous faudrait 10 multiplications. Il faut voir comment est-ce qu'on répartit ces multiplications-là, est-ce qu'on les parallélise ou non, et ça, c'est une question de design. Dans cette vidéo, on a vu 5 façons d'implémenter la division dans un système numérique. On a vu que chacune des façons était applicable à différentes conditions. Chacune des méthodes a un coût qui est différent de celui des autres. Et il faut déterminer quels sont les besoins du système. Donc, vous devez être capable aussi de modéliser en VHDL les différentes approches pour la division. On se rend compte maintenant pourquoi les synthétiseurs choisissent de ne pas synthétiser la division quand elle est placée dans un code VHDL. C'est parce que la division est une opération qui peut être très coûteuse. Et selon les besoins du système, en précision et en utilisation de ressources, eh bien, le concepteur doit choisir lui-même ou elle-même les options qu'il préfère ou elle préfère.